départ. On va voir Sourer, le voici. Et voilà, les deux premiers sont arrêtés sur la grille de départ. Vous le voyez, vous allez revoir en surimpression en haut à droite ou à gauche de votre écran le feu rouge suivi du feu vert. Voici, lorsque le feu rouge s'allumera, cela signifiera que dans les 5 ou 6 secondes qui suivront, le feu vert suivra. Tout le monde doit être en place sur la grille de départ avant que le feu rouge ne soit allumé. Voilà le feu rouge. Attention au départ du 39e Grand Prix automobile de Monaco. Piquet en tête devant Villeneuve. Superbe départ avec un léger blocage ici pour le peloton. Mais superbe départ de Piquet. Villeneuve, comme il le craignait, a légèrement patiné au moment du départ. Et c'est Nigel Mansell qui doit occuper la 3e place. Avec deux voitures qui se sont touchées. Il doit y avoir, je crois que c'est De Cesari, c'est peut-être une Ferrari. Difficile de juger sur cette image. On fera un pointage tout à l'heure, mais à Sainte-Dévote, deux voitures se sont touchées. Je ne crois pas que Sourer soit impliqué. Ce serait, je pense, plutôt une Ferrari. Va-t-on revoir? Ah, tout à coup, il y a un mouvement, alors un tassement très net sur la droite avec une bousculade. Il y a une McLaren, je crois, ou une Alpha. On y verra beaucoup plus clair dans quelques petits instants. De toute façon, Sourer, lui, est en dernière position. Et Villeneuve en deuxième position. 3e Mansell, 4e Reutemann. Et 5e Jones à la fin du premier des 76 tours. Oui, Piquet, Villeneuve. Une affiche 6e, suivi des deux Renault. Alors Piquet tente déjà de faire le trou, il creuse déjà un léger écart, c'est bien Mansell sur la Lotus qui occupe le 3e rang. 3e rang de Mansell et 4e Reutemann, 5e Jones, 6e Patrese, 7e De Angelis, 8e Lafitte, tandis qu'une voiture s'arrête à son sort. Je ne peux pas l'identifier encore. Une voiture s'est déjà arrêtée. Mais cela ne m'étonnerait pas que ce soit Sourer qui fait peut-être un rapide contrôle, car il était immédiatement derrière la légère touchette de tout à l'heure, du moment du départ. On verra lorsque la voiture repartira. Oui, c'était Sourer. C'était effectivement Sourer qui s'est arrêté une première fois pour un contrôle, car il a passé très près de cette touchette du départ. Et Marc Sourer, sans doute, a voulu faire vérifier sa voiture. Il a bien fait. Patrese avec De Angelis derrière lui. Lafitte, suivi par les deux Renault. Lafitte est 8e. 9e Prost, 10e Arnoux, 11e Watson, 12e Tambay, 13e Siller, 14e Sor, 15e Giacomelli, 12e Pironi. Alors, je crois que c'est Andretti et De Cesaris qui ont dû se toucher au moment du départ, selon toute vraisemblance, car les deux manquent à l'appel ici. Et Reutemann très près de Nigel Mansell. Le voici Mansell avec les deux Williams à ses trousses. Et oui, alors les deux éliminés, effectivement, Andretti et De Cesaris. Sourer est certes bien attardé, mais il me disait ce matin qu'il allait
de toute façon faire une course d'attente, que faire d'autre lorsque l'on part en dernière ligne au volant d'une voiture nettement moins compétitive que les autres. La course est longue, elle est pénible pour les mécaniques et en particulier pour les boîtes de vitesse. Et ce matin déjà, Patrick Tambay, par exemple, se plaignait de sa boîte de vitesse en disant que celle-ci est neuve et qu'il avait quelques difficultés à mettre la 5e vitesse. On va déblayer la piste et l'on revoit alors la touchette qui tasse l'autre. Il y a eu un carambolage et c'est assez remarquable et surprenant même que seules 2 voitures aient été impliquées. Vous voyez que Sourer, qui est le dernier, évite la roue d'une des 2 voitures qui s'est détachée. Nous en sommes au 4e tour. Villeneuve, léger travers autour de la piscine. Et l'avance de Piquet que nous chiffrerons et que la chose sera possible. C'est-à-dire au passage maintenant, voilà pour Piquet. Deux secondes d'avance déjà pour Piquet sur Gilles Villeneuve. En 3e position, Nigel Mansell, toujours Reutemann, 4e, 5e Jones, 6e Patrese, 7e D'Angelis, 8e Lafitte, 9e Prost, 10e Arnoux, voilà pour les 10 premiers. Tandis que Sourer est 18e pour l'instant, puisque 2 voitures ont abandonné. Nigel Mansell n'était pas vraiment surpris de sa position en 2e ligne sur la grille de départ, mais il appréhende tout de même beaucoup ce Grand Prix de Monaco. Il disait si je tiens le coup, si je ne commets pas de faute tout au long des 251 km, c'est qu'il m'est difficile de promettre car je n'ai aucune expérience ici à Monaco. J'espère figurer parmi les 3 premiers. Pour l'instant, il a même tendance à se rapprocher un peu de Gilles Villeneuve. Nigel Mansell, suivi de Reutemann et Jones, puis Patrese, D'Angelis. Voilà pour le peloton des poursuivants. Et comme à Imola et en Belgique, on se rend compte qu'en accélération, les Ferrari sont très très rapides. Et que la Ferrari de Pironi, elle, se trouve en 15e position. Pironi qui avait été un des principaux animateurs du Grand Prix de Monaco de l'an dernier. Il était alors au volant de la Ligier, il était parti en pole position, avait tenu la tête de la course pendant 55 tours avant de faire une faute. Mais les fautes ne pardonnent guère ici à Monaco. Il avait commis une faute à l'entrée du virage du casino. C'est qu'il lui avait ouvert son frein avant. Le passage de la chicane est spectaculaire. Il y a 20 caméras qui sont disposées tout au long du circuit ici. Et c'est bien la première fois qu'une voiture à moteur turbo se trouve en première ligne à Monaco.
s'observe pour l'instant dans ce peloton. D'où émergera très vraisemblablement le vainqueur de ce Grand Prix. Bien qu'on en soit encore très loin, puisqu'on n'est pas encore au 10e de la course et que celle-ci ne manquera pas de nous apporter son lot de surprises. À la Mansell. Un nom à retenir, certes, et les Britanniques placent en lui tous les espoirs du renouveau des pilotes britanniques. En attendant, nous disait l'un d'entre eux, le renouveau du football britannique au niveau international. Au niveau de l'équipe nationale plutôt. Aucun changement ici. Aucun changement, seuls les écarts varient quelque peu. Mansell se montre extrêmement généreux et Reutemann ne le suit pas de trop près, tandis que Jones alors est vraiment collé au basque de Reutemann et de Williams, les deux frères ennemis, et Mario Andretti ici dans l'image, sans doute extrêmement déçu. Mario Andretti, vainqueur la semaine dernière à Indianapolis, après que le vainqueur ait été déclassé, il faut le dire, mais tout de même. Et le classement qui vous apparaît en surimpression. Les 6 premiers avec 6 secondes et 14 millièmes d'écart entre le premier et le 6e. Mais Piquet, lui, qui n'est pas au volant de la voiture avec laquelle il avait obtenu son temps de qualification, Nelson Piquet, n'en a cure puisque son écart est maintenant de 2 secondes et demie sur Gilles Villeneuve. Watson est 11e. Watson qui a connu un départ pénible, tombé 12e. Stiver 14e. Sort 15e. Giacomelli, Pironi et Alboreto 7e, donc Pironi est 16e. Pironi est 16e. Et il ne donne pas vraiment l'impression de pouvoir faire ou entreprendre une de ces remontées dont il a parfois le secret. Vous voyez ce drapeau vert qui est signifié à la sortie de la chicane. Je rappelle à ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ce reportage dès son début, que le départ du Grand Prix de Monaco a été retardé d'1 heure en raison d'une explosion qui est survenue dans les cuisines du Grand Hôtel qui surplombe le passage du tunnel. Il y a eu 24 blessés à la suite de cette explosion. Et que l'intervention des ambulances et des pompiers ont bien entendu retardé le départ de ce Grand Prix. Et qu'à la suite de l'intervention des pompiers, de l'eau s'est mise à couler dans le tunnel et que pendant toute la course, il sera impossible de doubler depuis l'entrée du tunnel jusqu'à la sortie de la chicane. Eh bien, Marcus Sourer, lui, va être bientôt doublé par Nelson Piquet, qui s'envole littéralement, tandis que derrière le quatuor Villeneuve, Mansell, Reutemann et Jones a recollé.
et que Giacomelli, lui, vient de grignoter et gagner une place. Sourer à la chicane. Ah, Sourer va bientôt s'écarter. Il attend bien entendu d'avoir Piquet dans ses roues avant de le faire. Et l'avance de Piquet augmente. On va la chiffrer au prochain passage. Il va peut-être prendre l'extérieur de la rascasse, Sourer. Non. Alors ce sera sur la ligne droite, là devant nous, que le dépassement va, selon toute vraisemblance, s'opérer. Très sportif. Fidèle à son habitude, vous avez vu que Sourer s'est écarté au freinage de Sainte-Dévote. Et l'écart entre Piquet et Villeneuve est passé de 2 secondes à 4 secondes 67. Et Villeneuve va avoir force à faire pour conserver sa place. Alors, Storr ne passe plus. Il doit être arrêté sur le circuit car... Ah non, il doit rentrer maintenant. J'entends la sirène à l'entrée des stands. C'est sans doute Storr qui doit rentrer au volant de la Rose numéro 30. Et Sourer va maintenant s'écarter pour laisser passer la meute, composée de des voitures de Villeneuve, Mansell, Reutemann, Jones et Patrese. Mansell très pressant derrière le bouillant Gilles Villeneuve. Ce peloton est très serré. Il va s'y passer des choses. Deuxième groupe emmené provisoirement par Sourer. Voilà, Sourer qui prend l'intérieur. Non, il reste à l'extérieur et tout le monde le passe ici. Il y en a 3 qui l'ont passé. Villeneuve. Oui, alors Sourer donne une leçon de sportivité en laissant passer les 5 voitures, pardon, quasiment simultanément entre la sortie du casino, du virage du casino et le virage de la gare. Il a laissé passer tout le monde et c'est ce qu'il a à faire. On ne va pas lui voter trop de félicitations, mais reconnaître là le comportement extrêmement sportif de Marc Sourer. On va reprendre l'écart car il semble que celui-ci est encore augmenté. Meilleur tour pour Piquet, 1:29:44. Tandis que Storr repart. Il y a maintenant 7 secondes, 7 d'avance pour Piquet. Alors qu'il semble littéralement s'envoler. Hors de portée des poursuivants. Le record officiel est détenu par Reutemann, vainqueur l'an dernier. Le record du tour en 1:27:42, soit à 136,393 km/h de moyenne. La tension doit être très grande dans ce groupe de poursuivants
emmené par Villeneuve. Il profite de sa meilleure accélération, de sa meilleure puissance à l'accélération et de la configuration du circuit pour tenir cette place de second. Mais il semble que Mansell pourrait tourner plus vite s'il avait possibilité de doubler la Ferrari de Villeneuve. Et voilà Reutemann qui aurait bien voulu passer Mansell à la sortie du virage de la gare. Et il y a eu, oui, un petit temps d'hésitation là dans les poursuivants de Villeneuve. Ils sont à une petite cinquantaine de mètres du Canadien. Et Reutemann a touché son aileron. Aileron touché pour Carlos Reutemann qui va devoir s'arrêter. Alors est-ce la fin de la série pour Reutemann? Aileron touché. Il va devoir changer le museau. Voyons, nous allons voir si l'opération va durer longtemps. Combien de temps elle prendra? Et voici ici, je crois que c'est De Angelis qui a dû passer Mansell. Oui, oui, c'est Jones qui est troisième, quatrième Patrese. Et je dirais cinquième De Angelis, mais je n'en suis pas sûr. On va avoir confirmation au prochain pointage. Jones troisième, quatrième Patrese, cinquième c'est De Angelis, oui. Et Mansell, lui, ne passe pas. En tout cas, ne colle plus à ce peloton. On va voir dès lors ce qu'il advient de lui. Reutemann, lui, perd un temps considérable et peut-être bien que pour la première fois depuis 15 Grands Prix, Lollet ne terminera pas dans les points. Mais il conservera tout de même la tête au classement provisoire du championnat du monde. Oui, alors voilà Mansell qui s'arrête et Roland Christen, vous m'avez rejoint. Est-ce que vous avez des informations concernant la touchette à la sortie de la chicane de Sainte-Dévote? Oui, ce qui s'est passé apparemment, c'est que tout à coup, pour une raison inconnue, René Arnoux ou Alain Prost, l'un des deux, c'est-à-dire que De Cesaris n'a pas tout à fait identifié quel était le pilote Renault qui était devant lui, a changé de trajectoire, si bien que De Cesaris s'est senti coincé contre le rail. Pour éviter d'entrer en collision avec la Renault, eh bien, De Cesaris a freiné. Or, derrière lui se trouvait Mario Andretti. Mario Andretti qui ne s'attendait pas à une telle manœuvre. Résultat, eh bien, une touchette assez sérieuse de l'Alfa Romeo de Andretti dans la McLaren conduite par De Cesaris. Et on a vu donc que c'était l'élimination pour ce pauvre De Cesaris qui aura fait une course d'environ 1,5 km et qui espérait pourtant faire un peu mieux pour son 22e anniversaire. Et puis il y a eu une troisième victime dans cette collision. Il s'agit de Marc Sourer. En effet, l'une des roues arrachées d'une des voitures heurtait
l'Enzyme que pilote Marc Sourer. Résultat, une roue faussée, une suspension un peu endommagée. Sourer s'est arrêté au stand pour faire changer sa roue avant droite, ça à toute fin utile, et il est reparti en queue de peloton. C'est donc ainsi que cet accrochage aura fait 2 victimes qui ont été éliminées plus le malheureux Marc Sourer. Sourer, dont de toute manière, il faut le dire, les ambitions ici à Monaco étaient limitées. Enfin, l'arrêt de Store est à relever. Des problèmes d'alimentation, des problèmes probablement de pompe à essence. Store a repris le départ après s'être arrêté au stand, perdant lui aussi toutes ses chances de remporter cette épreuve qui se déroule à un rythme absolument formidable, n'est-ce pas Jacques? Oui, un rythme formidable, et aussi bien Mansell que Reutemann ont tenté de reprendre ce rythme puisqu'ils sont repartis en piste. Pour l'instant, c'est la démonstration de virtuosité de Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui tient toujours la 2e place. Il est temps de faire un pointage après 16 tours. Nous avons Piquet qui passe un instant devant moi. Piquet en tête, qui précède Gilles Villeneuve. En 3e position, Jones, tandis que Mansell est à nouveau arrêté. 4e, Patrese. 5e, De Angelis. En 6e position, on devrait voir arriver, je pense, Andretti, mais qui est très attardé. Lafitte, pardon, oui, Lafitte qui est 6e avec un retard de 22 secondes maintenant. Puis en 7e position, Alain Prost. 8e, Arnoux. 9e, Watson. 10e, Tambay. 11e, Chiver. 12e, Giacomelli. 13e, Pironi. Et 14e, Alboreto. Les 14 voitures dans le même tour, puis plus loin. Alors que De Angelis a dû passer. De Angelis a... Non. Il semblait tout à l'heure que De Angelis avait passé Jones. Ce n'est pas vrai. Au contraire, Jones... Mais où est passé De Angelis? Il semble relativement loin, derrière Patrese. Quant à Mansell, il s'est donc arrêté une 2e fois. Il n'est pas encore reparti. Et c'est une lutte à couteau tiré entre Villeneuve et Jones qui se préparent. De Angelis est relativement loin, vous allez le voir poindre peut-être, voilà, vous l'avez vu tout au fond, à Sainte-Dévote. Puis en 6e position, Lafitte. 7e, Arnoux. 8e, Prost. 9e, Watson. Et suivent Tambay, Giacomelli et Pironi. Voilà, pas de nouveaux changements. Ils sont plus que 2 dans ce 2e groupe. 2 à être vraiment en roue dans roue, mais derrière, après ces Angelis ne sont pas trop loin. Une voiture s'arrête au stand. On revient sur la tête de la course avec Nelson Piquet. Après 19 des 76 tours de ce Grand Prix. Un Grand Prix qui va être encore bien long. Et Jones a passé Villeneuve.
Jones a maintenant passé Villeneuve. Jones est en deuxième position. Alors, va-t-on assister à une explication entre Jones et Piquet? On va prendre l'écart au prochain passage. Et il est assez surprenant que Jones ait passé Villeneuve si rapidement. Peut-être le Canadien a-t-il commis une petite erreur, un léger écart au casino où les caméras ne le suivaient pas. Alors, voyons l'écart. Pas tout à fait 9 secondes, pas tout à fait 9 secondes d'avance pour Piquet sur Jones. Tandis que Stoll repart avec très certainement des ennuis d'alimentation. Patrese se rapproche quelque peu de Villeneuve. Et si Jones devait arriver dans les roues de Piquet, il y aurait une explication à coup sûr fort intéressante entre l'Australien et le Brésilien. Peut-être Villeneuve fait-il une course tactique en ce moment. Il s'est rendu compte que Jones revenait très fort sur lui. Il s'est dit autant qu'il aille s'expliquer les deux à l'avant. Bien que cela ne semble pas être vraiment dans le tempérament de Gilles. Quant à Carlos Reutemann qui est attardé à plus de 2 tours maintenant. Il disait ce matin que selon lui il n'y aurait pas tout juste 6 concurrents qui termineraient ce Grand Prix. S'il y pense, cela peut-être va lui donner l'espoir de terminer ce Grand Prix et qu'il le termine dans les points. Tandis que l'on s'affaire toujours autour de la voiture de Stoll. Le voici, c'est Stoll. C'est italien. La mère allemande. Et qui a épousé une Montreusienne. Fin du 23e tour maintenant pour
Nelson Piquet, voyons si son avance a augmenté ou au contraire affaiblir. On attend Jones. 8 secondes, il a donc repris. Jones a donc repris environ 1 seconde à Piquet. Et cela peut nous promettre d'ici une quinzaine de tours un duel terrible entre l'Abraham que voici et la Williams que voilà. Et derrière, Patrese est maintenant quasiment dans les roues de Gilles Villeneuve. Et 8 secondes officiellement l'écart entre Piquet et Jones. C'est au bénéfice du Brésilien. On arrive maintenant au tiers de la course. On arrive au tiers de la course puisque lorsqu'il repassera devant nous, Piquet bouclera le 25e des 76 tours. Avec Joe. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Villeneuve avait repris Jones, qu'il a doublé une fois encore au freinage de Mirabeau. Dommage qu'on n'ait pas vu, mais 2 fois les pilotes se sont passés. Je pense à la suite de petites erreurs de l'un puis de l'autre. Pour l'instant, Piquet, lui, ne commet aucune erreur. Alors on revoit Jones qui passe une fois encore Villeneuve, qui avait dû profiter d'une hésitation de l'Australien, je pense, par l'intérieur de fort belle façon. Et ici, nous suivons la Tambay, Chivers, Giacomelli, Pironi, qui vont peut-être bientôt concéder un peu au leader. Non, tout de même pas encore. Et Patrese maintenant a passé Villeneuve à son tour, ce qui fait que le classement voit toujours Piquet en tête devant Jones. Troisième position Patrese, quatrième Villeneuve, cinquième D'Angelis, sixième Lafitte, septième Arnoux, huitième Prost, neuvième Watson et dixième Tambay. Meilleur tour de Jones en 1:28.534. Environ à 1 seconde du retour du tour officiel. Le groupe de Chivers, Pironi qui vient de gagner 2 places. Pironi qui vient de doubler Giacomelli. Il y a Reutemann qui, le voici, Reutemann qui amorce une remontée. Reutemann qui occupe le 14e rang. Alors Reutemann va passer Pironi, je pense, assez prochainement. Pironi en but à des difficultés s'écarte. Il n'y a donc pas transgression de l'interdiction de doubler puisque c'est Pironi qui s'est écarté.
que Reutemann est dans le même tour que Piquet. La chose n'est pas certaine. Oui, Reutemann n'est pas dans le même tour, c'est bien ce qui me semblait. C'est-à-dire que lorsqu'il aura doublé ses concurrents, il aura encore un tour de retard sur eux. Il est maintenant derrière Cheever, derrière Eddie Cheever. Carlos Reutemann, voilà qu'il le passe. Alors, Carlos plus déchaîné que jamais à la suite de sa petite touchette qui lui a valu un arrêt au stand pour changer le museau de sa voiture. Les positions et les écarts, on constate que Jones a repris une demi-seconde à Piquet. Les deux pilotes des deux Williams sont vraiment déchaînés, tandis que Giacomelli a de la peine à faire mieux au volant de son Alfa Romeo. Et une Alfa Romeo qui a de la peine à être mise au point. Et la lutte fait rage entre Cheever et Pironi. On se souvient d'un accident qu'avait provoqué Pironi alors sur Tyrrell et au détriment de Lauda alors sur Ferrari au freinage de Mirabeau il y a 2 ans lorsque Scheckter s'était imposé devant Claire Regazzoni. Dans la course, mais il concède régulièrement du terrain. Pironi semble aller un peu mieux maintenant. Sa voiture semble lui permettre de revenir quelque peu, quoique Cheever, qui était très près de lui, l'a à nouveau distancé. Et la suite du classement avec Arnoux 7e, puis Prost, Watson, Tambay, Cheever et Pironi. Vous voyez que ce duel Cheever-Pironi, pour l'instant, n'amène pas grand-chose, car Cheever parvient à... Ça dit comme signal que vous ne recevez plus d'images à Genève. Alors on va tâcher de vous dire ce qui se passe de retard. Alors Roland, vous avez eu pour affaire tout à l'heure à voir tous les...
tout ce qui s'était passé au niveau des abandons. Quelles sont les nouvelles que vous nous apportez? Bon, écoute, effectivement, beaucoup d'abandons, beaucoup d'ennuis mécaniques et aussi quelques touchettes comme celle de Reutemann qui a heurté par l'arrière la Lotus de Nigel Mansell, la véritable révélation de ce début de saison. Résultat, Reutemann s'est arrêté au stand pour faire changer d'abord son aileron avant et puis sa voiture est... Tout en regrettant que cette sortie de route de Piquet, qui n'était pas spectaculaire, rassurez-vous, n'a tout de même pas pu être présenté. On va voir peut-être la voiture, c'est ici que se trouve, voilà, voyez, sur la gauche, et Patrese qui vient de sortir de sa voiture. Sans doute déçu, mais c'est un peu le lot ici à Monaco. Le circuit entre les rails, un tracé étroit, sinueux, et les fautes ne pardonnent pas. Reutemann qui a dû s'arrêter pour faire réparer l'avant de sa voiture, de même que Piquet en ont fait l'expérience. Tandis que Watson vient de remonter à la 7e place, derrière Laffite et devant Arnoux. Nous suivons Alan Jones, le deuxième de l'épreuve, et on va prendre les écarts. Jones, qui vient de passer devant moi. Voici un retard qui n'a pas varié, 7 secondes et demie. Et voici Laffite et le peloton du poursuivant avec les deux Renault. Et Watson qui a reperdu de place car il est maintenant derrière les deux Renault. Ici Alboreto au volant de la Tyrrell numéro 4. Nelson Piquet ne connaît pas le moindre problème pour l'instant. C'est un pilote dont vraiment on commence à penser le plus grand bien. Certes, il a imposé à plusieurs reprises déjà, mais un connaisseur du sport automobile tel que David York, qui a été directeur de course des plus grandes écuries, aussi bien en endurance que dans les courses de Formule 1. Le Renault est arrêté. C'est celle de Arnoux. Arnoux est arrêté au virage de la gare. Abandon de René Arnoux. Et une voiture qui rentre dans un grand... Et De Angelis a dû exploser son moteur. Alors deux abandons dans ce 33e tour, ceux de Arnoux et De Angelis. Arnoux et De Angelis, simultanément d'Angelis qui a fait une belle course. Alors en tête de course, il y a pas mal de changements, puisque en très peu de temps, nous avons eu Patrese, De Angelis et Arnoux. Et avec un observateur sur les huniers. Voici René Arnoux. L'année dernière, il avait abandonné au virage précédent. René Arnoux est maintenant, cette année, au virage de la gare. Il est vrai que Arnoux n'avait pas trop d'espoir de faire bonne figure dans
ce Grand Prix au volant de l'ancienne Renault à la suite de son impressionnante sortie de route d'hier. Patrick Tambay qui va doubler Sourer bientôt. Avec ici, un tête à queue de Chiver devant. Oh là là, il se sauve vite, Chiver, il a raison, mais c'est lui qui fermait la porte à Pironi. Il est donc puni, il demande qu'on le pousse, Eddie Chiver. Tout ceci au virage Mirabeau, cela s'est fait en douceur, dirons-nous. Chiver qui a voulu fermer la porte à Pironi. Il commence à s'énerver un peu, Chiver, mais on ne saurait jeter la pierre au commissaire. Tandis que l'on évacue, je pense, la Lotus. Oui, c'est la Lotus de De Angelis qui se balade dans le ciel monégasque. Et l'on retire ici la Renault de René Arnoux. Il a touché, on va revoir le tête à queue de... On va revoir le tête à queue de Chiver qui fermait la porte à Pironi qui tentait de le passer par l'intérieur. Un petit balai pour tirer les Ferrari. Et Chiver qui a connu pas mal d'inquiétudes et qui a dû attendre pas mal de temps avant de pouvoir repartir. Alors là, tandis que l'on approche de la mi-course maintenant et qu'il me semble que l'on signale que l'on agite un drapeau jaune et rouge dans le tunnel, il me semble que la piste a tendance à légèrement se détériorer dans le tunnel à l'endroit où l'eau coule. Ce qui est vraiment paradoxal par une journée aussi éclatante de soleil. Et Reutemann s'arrête une nouvelle fois. Attention pour... il va sortir de sa voiture cette fois, Reutemann. Alors pour la première fois depuis le Grand Prix de Long Beach en 1980, Carlos Reutemann ne termine pas un Grand Prix. Non, nous montre Jones, mais c'est faux. C'est Reutemann. La surimpression est fausse. Pour la première fois, Carlos Reutemann ne termine pas un Grand Prix. Il en restera donc à son chiffre de 15 Grands Prix terminés successivement dans les points. Sa remontée aurait été vaine. Non, le drapeau rouge et blanc n'est plus arboré. Rouge et jaune n'est plus arboré. Et l'on va faire un pointage. Il y a eu pas mal de choses. Tandis que Piquet on va venir doubler Giacomelli. Et voilà qui est fait. On fait rapidement un pointage pour vous dire que Piquet est en tête avec 7 secondes et demie environ d'avance sur Alan Jones. Et nous avons atteint à ce moment-là la mi-course. En 3e position, Gilles Villeneuve. En 4e position, Lafitte. 5e, Watson. Et 6e, Alain Prost. Voilà pour les positions. On voit Pironi qui va bientôt concéder un tour à Piquet. Oh, Piquet qui a touché l'air très légèrement. Il a touché très légèrement la glissière à la sortie de Sainte-Dévote. C'est là un peu déséquilibré. Et vous savez que les Formule 1 sont extrêmement
délicate et fragile et sensible. Je ne crois pas que le système de direction et de suspension de Piquet ait subi un quelconque dommage à la suite de cet effleurement de la glissière. Mais tout de même, il ne faudrait pas que Piquet le répète trop souvent. Non, cela ne semble pas devoir porter à conséquence. Alan Jones, lui, est à l'affût, de toute façon prêt à profiter d'une défaillance de son leader. Et Jones s'est bien rapproché. Il s'est effectivement... Oui, Jones se rapproche très nettement de Piquet. Et cela n'est pas le seul fait de cette légère touchette. Très très légère touchette. On va prendre des écarts. Oh, l'écart a fondu, il n'est plus que de 2 secondes maintenant. Piquet doit reconnaître un léger problème de tenue de route, dû peut-être à une dégradation de ses pneumatiques. On le sent un peu plus en glissade en sortie de virage où il doit fréquemment corriger. Et vous voyez que Pironi s'est écarté pour laisser passer Piquet. Il va faire de même pour Jones, car la bataille maintenant va faire rage entre les deux leaders. L'avance de Piquet a fondu comme neige au soleil. Et le retour de Jones est un peu facilité par le fait que Piquet doit attendre avant de pouvoir doubler Tambay. Alors cette fois, Jones est dans le nez ou plutôt à l'arrière à le nez, dans les roues arrière de Piquet. Piquet a passé Tambay, mais pas Jones. Et voilà, il le laisse passer et l'explication peut commencer. L'explication peut commencer entre Piquet et Jones. En troisième position, Villeneuve est bien attardé. Enfin, bien attardé, c'est très relatif. Mais Villeneuve, lui aussi, profite de cette défaillance pour l'instant inexpliquée de Piquet. J'opterai pour ma part pour un problème de pneumatique. Vous voyez, en sortie de virage, que Piquet connaît quelques problèmes. Et la course pourrait bien connaître bientôt un nouveau changement non pas un nouveau, mais un premier changement de leader. Et ceci peut-être même avant que les deux leaders, que Piquet et Jones, aient passé doublé pour la deuxième fois Marc Sourère, qui se trouve une centaine de mètres à peine devant eux. Ah oui, la voiture devient survireuse, la voiture de Piquet, mais son moteur reste extrêmement robuste puisque en accélération, Piquet reprend quelques distances à Jones. Ce sera plutôt en virage que voilà Sourère qui laisse passer les deux leaders. La piste est de nouveau claire devant eux maintenant, tandis que la Ferrari qui se trouve là n'est pas celle de Villeneuve, comme on pourrait le supposer, mais attention, il s'agit bien de celle de Pironi qui est attardée.
Alors seuls les 6 premiers sont encore dans le même tour. Je vous les cite: Piquet, Jones, Villeneuve, Laffite, Watson et Prost. 6 voitures dans le même tour. Tandis que nous sommes au 41e des 76 tours que comporte ce 39e Grand Prix de Monaco. Villeneuve a pas loin d'un demi-circuit de retard puisqu'il vient de passer devant moi tandis que les voitures étaient déjà en tiers de circuit, tandis que les voitures étaient déjà au virage du casino. Sourer a maintenant 2 tours de retard, mais il est toujours là, Sourer, et il occupe la 12e place avec ses 2 tours de retard. Il y a 15 jours, à Zolder, Piquet, en tentant de doubler Jones, avait quitté la route. Il avait par la suite violemment accusé Jones de l'avoir tout simplement sorti. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation inverse, avec Jones qui va bientôt tenter de passer le leader. Que concède Villeneuve lorsqu'il passera devant nous, déjà 15 secondes. Voilà, 21 secondes de retard pour Gilles Villeneuve. En 4e position, Laffite arrive maintenant. Non, pas encore, mais cela ne va pas tarder. Alors Laffite est très attardé et le voilà. 52 secondes de retard pour Laffite et 55 pour Watson. Il y aura peut-être une lutte pour la 4e place entre Laffite et Watson, tandis que le 6e Alain Prost alors est encore plus loin. Il se présente maintenant, Prost, avec 1 minute et 7 secondes de retard. Alors Roland, vous avez eu fort à faire tout à l'heure à voir tout ce qui s'était passé au niveau des abandons. Quelles sont les nouvelles que vous nous apportez? Bon, écoute, effectivement, beaucoup d'abandons, beaucoup d'ennuis mécaniques et aussi quelques touchettes comme celle de Reutemann qui a heurté par l'arrière la Lotus de Nigel Mansell, la véritable révélation de ce début de saison. Reutemann s'est arrêté au temps pour faire changer d'abord son aileron avant. Et puis sa voiture est devenue, semble-t-il, inconduisible parce que sa suspension a été endommagée. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, attention, une tentative là de Jones, non, n'y est pas arrivé dans la descente de Mirabeau. Je peux vous dire qu'en ce moment, dans les stands de Williams, on se montre extrêmement nerveux. On n'hésite pas à expulser Manu Militari avec l'aide des commissaires, avec l'aide aussi des policiers monégasques, les intrus comme les journalistes qui n'essayent que faire une chose, simplement se renseigner pour savoir ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est toujours Piquet, mais on voit que Jones était prêt. Alors, brièvement, pour raison d'abandon, il y a eu Stor avec ses problèmes d'alimentation ou d'allumage, on ne sait pas trop, en tout cas, ce sont des problèmes de moteur. Il y a eu aussi Patrese qui a abandonné dans la descente de Mirabeau à la suite de problèmes mécaniques. On pense qu'il s'agit là de boîte de vitesse, mais on n'en est pas certain. On a aussi De Angelis avec le moteur qui a explosé à la hauteur de la piscine. Et puis Arnoux qui est allé taper légèrement les rails sans que l'on sache trop bien. En tout cas, c'est une course extrêmement mouvementée. On est nerveux un peu partout autour du circuit, dans les stands et aussi sur les places de commentateurs, n'est-ce pas, Jacques? On essaie de garder un peu son calme car je crois que c'est une des conditions essentielles pour avoir une bonne vision des choses.
dit que dans le stand Williams, il était difficile de travailler. Est-ce que vous avez tout de même pu rencontrer Reutemann? Eh bien, Reutemann, je l'aurais volontiers rencontré, j'étais même prêt à lui parler, et lui était prêt à répondre, mais ce sont ces mécaniciens qui vous refoulent. Et je dois dire que j'ai pas été le seul, parce qu'enfin, j'ai pas voulu insister lourdement, mais j'ai vu d'autres confrères qui, eux aussi, essayaient de photographier, de s'approcher, d'autres de filmer, de parler avec Reutemann. Reutemann n'est pas du tout le bonhomme qui fuit la foule, il est même coopératif avec les journalistes, les reporters, mais enfin, il y a tout son environnement qui, apparemment, est certainement... Il a la joie lorsqu'il s'agit de gagner, lorsqu'on fait les gros titres dans l'actualité, mais éprouve quelques difficultés lorsqu'il s'agit de perdre. Et c'est peut-être là la race des grands champions. Les grands champions, les grandes écuries savent gagner et perdre. Oui, Reutemann est un de ces grands champions, c'est certain, mais chez Williams, il y a encore de ce côté-là pas mal d'expérience, pour ne pas dire de savoir-vivre à acquérir. Alors on vous rappelle le classement après 44 des 78 tours. Et Jones qui attaque. Non, une petite tentative, peut-être simplement pour juger de la manière de réagir de Piquet. Piquet qui a en permanence un œil dans le rétroviseur. Attention, un des endroits où il est possible de doubler encore. Non, il ne le laisse pas prendre l'intérieur. La lutte va être très spectaculaire certainement entre les deux leaders, entre Piquet et Jones. Mais il est certain que Piquet, qui en veut à Jones, vendra très chèrement sa peau. Je demanderai simplement au studio à Genève de me signaler si vous recevez également très fréquemment des images très perturbées, très dérangées. Ce que je ne souhaite pas. Tout va bien. C'est l'essentiel. Alors, Jones a reperdu un peu de terrain sur Jones, que l'on a vu en très légère difficulté également tout à l'heure à la sortie du portier. Jones qui a reperdu à peu près, bon, pas tout à fait 2 secondes, mais pas très loin. Environ 2 secondes de retard pour Jones, qui a dû commettre une petite erreur, une petite hésitation. Et vous voyez que Piquet, lui, en sortie de virage, comme ici, sortie de virage de la gare, doit contre-braquer assez violemment pour corriger le survirage croissant de sa voiture. Et Jones revient petit à petit, assez sûrement. Il a refait déjà presque tout son retard, c'est dire que s'il y avait possibilité de doubler, il y parviendrait assez aisément. Et on ne sait pas si Prost a passé. La chose n'est pas sûre. Prost est toujours signalé en 6e position, mais dans ce tableau avec un retard de 2 tours environ. En effet, les voitures sont dans leur 48e tour maintenant. Et Jones est quasiment dans les roues de Piquet. Donc, situation inchangée. Et écart variable, avec Piquet en tête devant Jones, 3e Villeneuve, 4e Lafitte, 5e Watson et
6e. Prost. Un Prost qui tarde à poindre. Non, Prost ne passe plus. Alors Prost ne passe plus, ce qui revient à dire que Tambay est maintenant 6e. Patrick Tambay pour l'instant 6e. Les deux Renault contraintes à l'abandon. On dira simplement que ah non, ce n'est pas Tambay car Pironi dans sa remontée fabuleuse avait entre-temps passé Tambay, de même que Alboreto. Alors nous avons 6e Pironi, 7e Alboreto, 8e Tambay, 9e Giacomelli, 10e Chiver et 11e Touraine. Voilà pour les modifications au classement. En tête, pas de changement notoire. Toujours cette course-poursuite entre Piquet et Jones. Mais 5 voitures seulement sont encore dans le même tour. Jones harcèle Piquet, quoique un peu plus à distance que tout à l'heure. Prost a connu pas mal d'ennuis de boîte de vitesse durant tous les essais. Et chez Renault, on nous disait ce matin que si deux défaillances de boîte de vitesse avaient été expliquées, la troisième ne pouvait guère se corriger et que l'on avait demandé aux pilotes de passer les vitesses avec un peu plus de douceur, dirons-nous, que d'habitude. Mais avec 2200 changements de vitesse en un peu moins de 2 heures, on comprend que les boîtes souffrent, tandis que Tambay, lui, est en train de perdre du terrain et il était relégué tout à coup en 9e place. En 2 tours, il a passé de la 7e à la 9e place. Et Piquet semble reprendre un peu ses distances. Allons, on avance. 1 seconde et demie. 1 seconde et demie d'avance sur Jones. Il y a encore le temps. Mais peut-être connaît-il lui aussi quelques ennuis. Ou ceux de Piquet se sont-ils peut-être envolés? Mène une course vaillante, sans plus dirons-nous. Et que peut-il faire de plus? Villeneuve est 3e à une trentaine de secondes maintenant.
Et Piquet a repris une demi-seconde à peu près à Jones, puisque l'écart est passé maintenant à 2 secondes en espace d'un tour. Il reste 25 tours à couvrir. C'est-à-dire que nous terminerons cette retransmission tout juste pour l'émission d'actualité sportive. Et un tête à queue là de Alboreto. Tête à queue d'Alboreto qui a touché. Et qui a touché Giacomelli, surtout à San Devot. Touchette à la sortie de San Devot entre Alboreto Alors les deux voitures s'étaient déjà touchées à Imola, je crois. On va revoir au ralenti. Voici Alboreto. Qui part en tête à queue, vous le voyez. Et alors Giacomelli doit lui le percuter, oui. Oh là! Et Giacomelli n'a pas pu éviter Alboreto en perdition. En tête à queue, c'est la touchette. Et l'élimination pour les deux voitures. Touchette sans mal, voilà qui nous amène un nouveau changement au classement et qui tente à confirmer la prédiction assez pessimiste de Reutemann. Vous voyez l'Alfa Romeo de Giacomelli. Il convient ici une fois encore et comme chaque année de saluer l'efficacité des commissaires, des 550 commissaires qui sont ici, tandis que l'on revoit le tête à queue d'Alboreto. Et Giacomelli qui ne peut l'éviter. Il convient donc de saluer l'efficacité des 550 commissaires, parmi lesquels quelques Suisses romands que nous avons vus tout au long de ce circuit lors des séances d'essai. On revient en tête de course avec Piquet, dont l'avance tente à grandir, à s'accentuer sur Jones. Nous la chiffrerons au prochain passage. Une sortie de Piquet, une touchette de Piquet, sortie de route de Piquet. Alors on ne s'y attendait pas quand on suivait, c'est je crois au bureau de tabac. Oui, c'est vers le bureau de tabac ou après la chicane que Piquet a touché. Abandon de Nelson Piquet au 53e tour. Alors sans doute une grande déception pour le pilote brésilien. Mais c'est aussi ça Monaco. Il faut tenir 76 tours. Et Jones prend ici le commandement de la course devant Villeneuve. Au moment même où Piquet semblait tenir Jones à distance avec 2 bonnes secondes d'avance. C'est l'erreur
L'erreur fatale à Piquet. Et le classement voit donc Jones en tête devant Gilles Villeneuve, deuxième. Troisième, Lafitte. Quatrième, Watson. Cinquième, Pironi. On a le ralenti. Alors la chicane, le passage de la chicane. Piquet qui voulait prendre Tambay par l'intérieur. Tambay coupe. Piquet allume un peu ses freins. Oui, alors je pense que Piquet va se plaindre de l'attitude de Tambay. Il est très difficile de trancher. On aimerait revoir encore une fois. Il est très difficile de trancher. Voilà qui est fait. Voyez Tambay à gauche de votre écran avec Chiver qui passe. Tambay. Mais Tambay est obligé de se rabattre pour négocier le virage. Il ferme la route à Piquet qui allume un tout petit peu ses freins et part tout droit. Alors c'est l'abandon de Nelson Piquet dans des conditions vraiment regrettables pour le pilote brésilien. Il est certain que Tambay dira qu'il ne pouvait rester plus longtemps à l'extérieur, car il fallait aussi qu'il vire. Piquet, lui, dira que Tambay devait bien le voir arriver dans son rétroviseur. Une faute que nous partagerons, mais une faute des deux. Tandis qu'on nous annonce que Watson a cassé son moteur. Alors, nouveau changement et on se demande s'ils seront 6 à terminer. Et puisque nous en avons plus que 3 dans le même tour, à savoir, premier Jones, deuxième Villeneuve, troisième Lafitte, quatrième Pironi, cinquième Chiver, et Tambay serait sixième, et septième Sourer. Alors c'est ce qu'on disait, je vois là-bas Giacomelli qui rentre à pied. C'est un peu ce que l'on disait avec Sourer ce matin. Si tu finis, tu marques des points. « 31 secondes de retard pour Villeneuve. Pironi est à un tour. Et Lafitte, on va voir où se trouve Lafitte. Le classement n'est pas aisé à faire aujourd'hui, c'est certain, car les bouleversements sont nombreux. Voilà Lafitte qui passe avec 1 minute et 1 seconde de retard. Les 3 pilotes dans le même tour. Alors, nous avons confirmation de notre classement. Jones, Villeneuve, Lafitte. À un tour, Pironi. À 2 tours, Chiver et Tambay. Et Sourer qui est maintenant 7e. Ceci à 20 tours de la fin. Après l'éclatement du moteur de Watson. Alors en principe les positions semblent bien acquises. Et Jones peut envisager de tourner un peu moins rapidement, même en perdant 1 seconde par tour. Si tout va bien, il conserverait sa victoire. Et Sourer semble revenir assez fort sur Tambay. Sourer pourrait finalement terminer dans les points. Ce qui ne serait qu'une juste récompense des efforts du Palois, à qui l'on souhaite vraiment, mais vraiment de trouver les moyens nécessaires pour continuer cette saison.
Alors on va chiffrer l'écart entre Tambay et Sourer lorsque Tambay passera devant nous. Pour l'instant, on constate que Jones est au virage de la gare, tandis que Villeneuve vient de passer devant nous. Et Tambay vient d'être passé par Sourer. Et Marc Sourer est 6e. Marc Sourer 6e. La dernière fois qu'un Suisse avait marqué des points à Monaco, c'était Regazzoni il y a 2 ans lorsqu'il avait terminé deuxième, oui. Alors Sourer 6e. Sourer qui avait déjà terminé 4e au Brésil sous la pluie où il avait réussi le meilleur tour. Pour Alan Jones, ce n'est pas tout à fait la promenade de santé, mais il n'y a aucun problème. Tandis que vous l'avez constaté, sous le tunnel, l'eau, même si les pilotes passent toujours très à l'extérieur, quand la ligne idéale passe assez par l'extérieur, eh bien, l'eau ne semble plus couler. Alors ils sont encore 7 en course et 6 d'aventure. Il n'était pas 6 à l'arrivée. Cela ne serait pas une première car en 1968, 5 voitures seulement avaient passé la ligne d'arrivée ici même à Monaco dans le Grand Prix qui avait été remporté par Graham Hill devant Atwood et Lucien Bianchi. Le 4e était Scarfiotti et le 5e Dennis Hull. C'est la dernière fois que 6 voitures n'ont pas passé ensemble, n'ont pas passé la ligne d'arrivée d'un Grand Prix. Et si Jones devait l'emporter, sa situation au championnat du monde s'en trouverait un peu confortée puisqu'il passerait de 18 à 27 points. Il ne serait plus qu'à 7 points de Reutemann et là il y aurait à nouveau une situation, un dilemme quasiment cornélien pour Frank Williams et qui consisterait à savoir et à dire lequel des deux pilotes doit être considéré comme le favori, le premier des pilotes. Comme Jones et Reutemann ne s'adressent la parole que lorsque cela est vraiment nécessaire, en doute qu'ils puissent résoudre le problème par eux-mêmes. Vous voyez que Jones alors prend beaucoup plus, vire beaucoup plus lentement. Maintenant, il assure. Alan Jones qui dispute aujourd'hui son 87e Grand Prix.
Un Alan Jones qui a connu des fortunes très diverses cette saison. Lui qui est champion du monde en titre, je vous le rappelle. Il s'est imposé presque facilement à Long Beach. Il a terminé deuxième au Brésil derrière Reutemann. Puis quatrième en Argentine, 12e à Saint-Marin, à Imola où rien n'allait. Et était victime d'une assez violente sortie de route en Belgique il y a 15 jours. Ici, il reste 15 tours maintenant à parcourir. Jones s'en va le chronomètre maintenant, mais il doit tourner en environ 1 minute 30. 31 secondes de retard pour Villeneuve. Et Laffite est à 40 secondes, c'est-à-dire que Laffite revient sur Villeneuve. Et que tout n'est peut-être pas dit à ce niveau-là. On va prendre les écarts. Villeneuve va se présenter bientôt devant nous. Le voilà qui négocie la chicane du gazomètre. Tandis que Jones, lui, arrive déjà à l'ancienne gare. 31 secondes et 32 centièmes de retard pour Villeneuve. Non, alors la surimpression de tout à l'heure était fausse car Laffite est... toujours à environ voilà Tambay qui a été doublé par les leaders. Mais on ne peut s'empêcher de penser que Piquet n'a pas de chance. Une minute 13 de retard pour Laffite. On peut s'empêcher de penser que Piquet n'a pas de chance, gêné par Jones il y a 15 jours alors qu'il était aux avant-postes, gêné par Tambay aujourd'hui alors qu'il était nettement, enfin qu'il était en tête depuis le début de la course. Et effectivement, Jones tourne en 1:33. Je ne pense pas que les 2 heures fatidiques seront atteintes. 2 heures fatidiques, car vous savez que 2 heures après son départ, un Grand Prix est automatiquement arrêté, quelle que soit la distance parcourue. Et si je puis rassurer Boris Aquadron, je lui dirai donc qu'au plus tard, ce Grand Prix se terminera à 18h28 et que les activités sportives commenceront à l'heure. Alors la suite du classement. Tambay, Piquet est maintenant classé 8e, mais il est clair qu'il ne figurera pas au classement. De ce Grand Prix de Monaco, faux en rebondissement. Peut-être aurons-nous encore tout à l'heure quelques échos des réactions d'humeur que ne doit pas manquer d'avoir Nelson Piquet. Voici Gilles Villeneuve. Il court un peu chez lui car il habite Monaco. C'est même que Reutemann était venu en voisin, lui qui habite à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et je vois là-bas, à la hauteur de la ligne d'arrivée, un tout l'autre Graffenried, penseur, tranquille.
pour Alan Jones qui ne prend plus aucun risque. Et Dieu sait s'il a raison. Alors à 10 tours de la fin, Roland Christen, vous nous rejoignez une fois encore, vous arrivez des stands et je crois que les humeurs sont différentes suivant que l'on passe du stand de Brabham par exemple à celui de Ensign, de la petite équipe Fauché. Tout à fait différent parce que chez Brabham on fait plutôt grise mine, on se demande ce qui a bien pu se passer, on a longuement regardé sur les petits écrans de télévision installés dans le stand comment l'erreur de Piquet pouvait s'expliquer. On estime qu'il y a peut-être eu un sous-virage excessif, peut-être que Piquet est arrivé trop vite dans cette courbe, peut-être qu'il a été gêné par Cheever à être tombé. En tout cas, il n'est pas exclu non plus, et c'est l'hypothèse la plus souvent avancée, que quelque peu angoissé par la pression de Jones, eh bien Piquet a tout simplement commis une erreur d'estimation. Ça peut arriver au plus grand pilote. Oui, car on a aussi nettement vu Piquet qui allumait ses roues juste avant de partir tout droit dans la glissière. Oui, c'est pour ça qu'on se dit que probablement il est arrivé trop vite, il a freiné et on se rappelle qu'il y a de ça une quinzaine d'années, enfin on n'est pas si vieux, il y avait eu un accident assez étrange qui était arrivé dans le dernier tour, dans le fameux virage du gazomètre. La configuration du circuit était différente, à l'époque c'était en 1970, je m'en souviens maintenant. Eh bien, Jacques Brabham s'était fait doubler dans le dernier tour par Jochen Rindt. Brabham était arrivé trop vite, il avait bloqué ses roues à l'avant et Jochen Rindt en avait profité pour passer. Eh bien, c'est un peu la répétition, 11 ans après, de cet incident qui était survenu donc en 1970. Chez McLaren, on n'est pas tellement heureux non plus puisque Watson a dû abandonner sur moteur explosé. Chez Renault, il n'y a pas de raison non plus d'être tout sourire puisque d'une part, eh bien, Arnoux a eu des problèmes au départ. Il a heurté le rail à Mirabeau après avoir été coincé par un autre pilote. Il a dit que pendant une grande partie de la course, il a roulé avec une suspension faussée qui avait été donc faussée dans l'accrochage de Césaris Andretti. Et puis finalement, eh bien, Arnoux a abandonné. Quant à Prost, c'est une soupape cassée qui est à l'origine de ses ennuis, mais il y avait d'autres ennuis déjà au début. Dès le troisième tour, la boîte de vitesse ne fonctionnait plus correctement. Le rapport de deuxième et de quatrième avait constamment tendance à sauter. Il y a aussi eu l'accrochage entre Alboreto et Giacomelli. Alboreto dit j'ai fait un tête à queue et Giacomelli m'a heurté. Ça s'est passé à Saint-Devote. Version un peu différente de Giacomelli qui dit il a voulu reprendre la piste. Je ne l'ai pas vu. Alors Jones s'était arrêté, je viens de le voir repartir maintenant et du coup Villeneuve est tout près. Alors il est dans le même tour, mais bien sûr il l'était déjà avant, mais on va prendre les écarts et Villeneuve est maintenant tout près dans la roue de Jones. Il y a une fin de course qui s'annonce palpitante. Enfin, j'en conclurai encore par ce qu'on dit chez Ensign. Là, alors, on est vraiment tous sourire. On est vraiment heureux, puisque pour le moment, Marc Sourer est 6e. Cela lui assurerait un point dans le championnat du monde des conducteurs s'il parvient à conserver cette place. Et du même coup, eh bien, ça redonnerait un peu de vigueur aux actions de Ensign qui sont en baisse et où les caisses, il faut le répéter, sont vides. Oui, merci Roland Christen, on va chiffrer cet écart, mais cet écart est maintenant minime. Enfin minime, il a fondu, il était de 32 secondes tout à l'heure entre Jones et Villeneuve. Ceci à la suite de l'arrêt extrêmement rapide de Jones qui peut-être, selon toute vraisemblance, a dû changer ses roues, faire changer ses pneumatiques. C'est un peu
la durée que l'on peut supposer. On entend le public qui manifeste sa joie en voyant Villeneuve revenir si près de Jones. Mais Villeneuve est très spectaculaire à contre-cœur là aussi, car voilà Jones qui passe devant moi maintenant. L'écart est annoncé à 7 secondes et 6 millièmes. J'ai maintenant 6 secondes 41 à mon chronomètre. Et un autre écart nous intéresse, c'est celui qui sépare Cheever de Sourer. Ils sont tous deux à 2 tours. Le classement, il convient de le rappeler. Jones en tête avec 7 secondes d'avance, ou même pas, 6 secondes et demie d'avance sur... Alors on me signale que c'était pour remettre un peu d'essence que Jones s'est arrêté. Je pense que sa pompe, son moteur désamorçait. Et que pas d'ennui mécanique ou de suspension ou de pneumatique pour Jones. Il devrait donc maintenir son écart qui est maintenant de 6 secondes et demie sur un Villeneuve assez spectaculaire dans la mesure où ses pneus semblent se dégrader, mais son écart, son retard semble diminuer également. Ce Grand Prix de Monaco 1981 aura été d'une excellente cuvée. 5 secondes et 11 centièmes à mon chrono, 5 secondes et 9 centièmes à celui de Roland Christen. On est donc pas très loin. Et on constate surtout que Villeneuve a repris 1 seconde et demie à Jones en un tour, c'est-à-dire à 6 tours, 7 tours de l'arrivée maintenant. On nous signale même l'écart à 4 secondes 987. Villeneuve... Ah oui, au tour précédent, Jones entrait dans le virage du portier quand Villeneuve sortait de celui de Mirabeau. Alors Villeneuve tente le forcing. Le Canadien va-t-il créer la dernière surprise de ce Grand Prix de Monaco, dont on rappellera qu'il a débuté avec 1 heure de retard à la suite d'une explosion dans les cuisines de l'hôtel surplombe le tunnel, et que c'est bien entendu pour permettre aux ambulances et aux pompiers de venir apporter les secours nécessaires que le départ de ce Grand Prix a été retardé d'1 heure. Alors nouveau pointage au prochain passage. Jones est dans les roues de Cheever maintenant. Jones vient de passer devant moi. Autour de 4 secondes 37. 4 secondes 37 entre les deux voitures. C'est dire que Villeneuve reprend près d'1 seconde et demie au tour. Et il reste 6 tours à couvrir. Mais une fois qu'il sera dans les roues de Jones, il faudra encore le passer. Ainsi Cheever qui devrait lui laisser passer Jones. Et voilà qu'il le fait. Et oui, c'est clair, on voit très bien sur ce plan fixe que Jones a repris, que Villeneuve a repris. Villeneuve, toujours extrêmement généreux. Monsieur 120%, qui arrive à son tour dans les roues de Cheever. Alors Cheever va le laisser passer, je pense, au freinage de la Rascasse. Il devrait le faire en tout cas. Non, ce sera tout à l'heure là sur la ligne droite que cela va se passer. Voilà qui se fait. Jones devant moi. Jones qui rate une vitesse en passant devant moi. Et l'écart
Eh bien, pas de nouvel écart. Mais Villeneuve, je crois qu'il n'est plus nécessaire de prendre des écarts. Il y a moins de 2 secondes maintenant. Et Villeneuve arrive dans les roues de Jones. Alors dans le camp Ferrari et dans le camp Williams, ce doit être vraiment, comme pour le public et pour les téléspectateurs, un moment très intense que ce retour de Villeneuve à 5 tours de la fin. Villeneuve dans les roues de Jones au bureau de tabac, ou presque, disons qu'il y a tout de même 40 mètres. La clameur est immense, le public en entier a pris fait et cause pour Villeneuve, mais attention à Gilles de ne pas trop mordre les bordures, de ne pas dépasser son 120% parce que ça deviendrait vraiment trop risqué. Et voilà, Gilles Villeneuve prend la tête. Superbe Gilles Villeneuve qui prend la tête de ce Grand Prix de Monaco. Ce Grand Prix absolument fabuleux. Alors la clameur va être immense ici. Et le nouveau leader est le Canadien Gilles Villeneuve. Et je crois que si un pilote mérite de gagner le Grand Prix de Monaco ce week-end, c'est Gilles Villeneuve. Depuis jeudi, il a à lui seul justifié le déplacement de tous ceux qui sont venus à Monaco. On va attendre, on va patienter. Mais si Gilles devait gagner aujourd'hui, ce serait une récompense fantastique des efforts fournis par le Canadien. Et il faut dire aussi, peut-être entendez-vous la clameur, que la victoire d'un moteur turbo à Monaco, ce serait vraiment la consécration suprême des turbos et la première victoire d'un moteur turbo pour Ferrari à sa 6e participation. Ce serait la preuve que la technologie de Ferrari Jones lui passe non pas au ralenti, mais il a bien baissé sa cadence. Il reste 3 tours à couvrir maintenant. Le classement, on oublie un peu sourire. Le classement Villeneuve devant Jones, 3e Lafitte, 4e Pironi. C'est le triomphe de Ferrari et de son moteur turbo. 5e Chiver, tandis qu'on l'on revoit au ralenti Jones irrémédiablement passé à l'intérieur par Gilles Villeneuve. Et on peut dire que c'est vraiment la puissance qui a parlé, parce que là, il n'est pas question encore de freiner. Les deux voitures étaient en pleine accélération et c'est la puissance de la Ferrari qui s'est révélée supérieure, qui a permis à Villeneuve de prendre l'avantage. Alors que Jones semble avoir constamment perdu du terrain. Maintenant, on ne l'aperçoit même plus. Oui, je pense que de là à dire que Lafitte va revenir sur lui, il y a un pas qu'on va tout de même pas franchir. Pas encore, car il reste trop peu de temps dans ce Grand Prix. Lafitte passe maintenant devant moi. Et Villeneuve. Et Jones a des problèmes. Va-t-il s'arrêter? Non, pas cette fois. Il va quand même finir ou tenter de finir, tandis que Chiver, lui, a passé tomber une nouvelle fois. Et Jones alors passe vraiment au ralenti. Et il y a de fortes chances ou de forts risques, prenons-le. C'est selon pour que Jones se fasse souffler sa 2e place par Lafitte. Mais maintenant, Villeneuve est dans son avant-dernier tour.
Villeneuve peut assurer. Il est sans doute renseigné à son stand, par son stand, de la situation. De toute façon, il ne voit plus Lafitte dans son il ne voit plus Jones dans son rétroviseur. Avant-dernier tour. Je vois le directeur de course qui va signifier à Gilles Villeneuve qu'il lui reste un tour à parcourir lorsqu'il passera devant la ligne. Il passera la ligne. Villeneuve qui dispute aujourd'hui son 54e Grand Prix et qui jusque-là en a remporté 4. La dernière fois c'était à Watkins Glen en 1979 au Grand Prix des États-Unis, côte Est. Pour Gilles Villeneuve, comme pour le moteur Ferrari Turbo, la consécration aujourd'hui. Villeneuve dans son dernier tour. Et un retour de Gilles qui va sans aucun doute se voir, je pense, décerner le prix de la combativité qui avait été donné à Mansell au Grand Prix de Belgique. Dernier tour pour Gilles Villeneuve. Le virtuose canadien du sport automobile de la Formule 1. Pour la dernière fois, le contournement de la piscine pour Gilles Villeneuve. Qui, cette saison, avait terminé au 4e rang en Belgique il y a 15 jours. Et voilà l'arrivée triomphale de Gilles Villeneuve, vainqueur du Grand Prix de Monaco, vainqueur de ce fantastique Grand Prix de Monaco. Ainsi, 2 ans après Scheckter, à nouveau une Ferrari au premier rang de ce Grand Prix automobile de Monaco, qui a débuté avec 1 heure de retard, mais cela valait la peine d'attendre. Nous avons assisté à une course absolument superbe. Voici Alan Jones avec une voiture bien malade qui va franchir la ligne d'arrivée en 2e position. Et Didier Pironi, et j'attends maintenant Marc Sourer. Voilà, superbe Marc Sourer, 6e. On va donc récapituler car je crois que tout le monde a franchi la ligne d'arrivée. Voici Gilles Villeneuve salué comme il se doit. C'est un peu le chouchou du public, Gilles Villeneuve. C'est vrai que c'est lui qui donne le plus de plaisir aux spectateurs, qui leur offre le plus grand spectacle de virtuosité. Et voici Lafitte, dernier à franchir la ligne en 3e position. Eh bien, sans doute une très très grande satisfaction pour Gilles Villeneuve, et vraiment une satisfaction.